Monseigneur, d'abord nous vous disons merci pour cette interview que nous vous avons proposée en marge de votre jubilé d'argent et surtout pour la disponibilité de bien vouloir répondre à nos questions au profit de ceux qui nous regardent et ceux qui nous suivent en ce moment. Nous voudrions une interview intégrale pour que les auditeurs et les téléspectateurs aient une idée exacte de vos 25 ans d'épiscopat comme évêque du diocèse de Mouéka. Vous êtes né le 8 juillet 1937. Après les études primaires et secondaires, vous avez fait le grand séminaire dans le Bas-Congo à Maïdi, puis ordonné prêtre pour le compte du diocèse de Mbujimaï dans le Kasaï oriental, ici en République démocratique du Congo. Et enfin, nommé évêque du diocèse de Mouéka, vous avez été sacré le 9 juillet 1989. Aujourd'hui, vous totalisez 25 ans d'épiscopat, jour pour jour à la tête du diocèse de Mouéka. D'abord, toutes nos félicitations et sans tarder, nous passons à la première question. Vous vous trouviez où lorsque la nouvelle de votre nomination comme évêque de Mouéka est tombée? Oui. Je me trouvais à ce moment-là, puisque j'étais encore recteur du grand séminaire Kaboué, nous nous trouvions avec tous les évêques de Kasaï à une session qui se tenait au bord du lac Munkamba. J'étais là et voilà que Monseigneur Ngongolo, qui avait reçu la lettre de nomination, il me la présente. Quand j'ouvre, je vois que effectivement, j'avais été nommé par Rome comme évêque de Mouéka. J'étais bouleversé, surpris, parce que je n'attendais pas du tout à devenir évêque. Je n'avais jamais vraiment souhaité l'être. Et je me suis tué, comme il était dit qu'il fallait ne rien dire. Je me suis tué. Voilà. Donc c'était une surprise pour vous, vous ne vous y attendiez même pas. Certainement pas. Comme recteur du séminaire, vous étiez dans une réunion, là, Munkamba, avec les autres évêques, pendant que cette nouvelle est tombée. Et votre réaction est restée, vous avez préféré vous taire d'abord parce que ce n'était pas encore officiel ou bien tout simplement parce que vous avez... Non. On ne dit rien, on ne doit rien dire, c'est interdit. On ne pouvait même pas dire que je suis nommé à personne. Donc il faut garder ça. Et le nonce m'invitait d'aller le voir à Kinshasa. Je me suis dit, bon, je vais le voir et je vais lui dire que bon, moi, je n'étais pas préparé, je ne m'étais pas préparé ni mentalement, ni psychologiquement. Alors il fallait que je lui demande un temps de réflexion. C'est ce que j'ai fait. Un temps de réflexion, vous l'avez eu certainement. Et en ce moment précis, est-ce que vous connaissiez Mouéka ou bien vous devriez venir découvrir Mouéka comme diocèse? Avez-vous une idée même vague de Mouéka comme diocèse? D'abord, je n'ai pas eu ce temps de réflexion parce que quand je me suis présenté chez le nonce et que je lui ai dit qu'il fallait qu'il me donne même 2 ou 3 semaines pour réfléchir, il dit non, Rome attend vraiment votre réponse. Je ne peux pas vous accorder 2 ou 3 semaines, peut-être tout au plus 1 semaine. Et c'est ce que j'ai eu. Comme il était dit qu'on ne peut pas refuser quand on devient prêtre, on a promis l'obéissance. J'ai accepté. Mais intérieurement, vraiment, j'étais bouleversé, ému. Oui, c'est ça. Et donc, aucune idée, vous n'aviez pas une idée exacte sur le diocèse de Mouéka? Non, sur Mouéka, je ne connaissais pas comme tel le diocèse de Mouéka. Mais j'avais été à Mouéka en 68. Quand j'étais vicaire de la paroisse Saint-Firmin à Mbujimaï, j'ai
j'ai dirigé une chorale, je l'avais créée, je composais moi-même des chants. J'ai amené le directeur de ma chorale à Mweka, à Saint-Martin, en 68, au mois de juillet, août, pour chercher des tambours, le tambour de Bakuba qui était renommé. J'ai cherché toute une gamme comme ça de tambours et je suis rentré avec. C'est le premier acte à Mweka que j'étais avec Mweka. Et à ce moment-là, c'était du temps de Monseigneur Marcel Vanaregen. C'est l'unique occasion où j'avais vu Mweka. Je n'avais à ce moment-là pensé jamais que je serais un jour évêque de Mweka. Et lorsque vous êtes venu ici, après ce voyage-là, vous êtes arrivé seulement pour le sacre, après votre retraite, bien sûr. Et vous avez trouvé combien de prêtres séculiers diocésains que vous avez trouvés ici? Les prêtres séculiers étaient au nombre de 6 à ce moment-là. 6 prêtres séculiers, oui. Ce n'est pas beaucoup, ce n'était pas non, assez. Je les connaissais presque tous parce qu'ils avaient été au séminaire, au grand séminaire quand j'étais recteur. Donc vos étudiants. Pratiquement, c'était les anciens étudiants, de sorte que je ne me suis pas du tout senti dépaysé. Ok. Et les paroisses, est-ce qu'il y en avait? Les paroisses étaient aussi 6 qui fonctionnaient. Il y en avait 2 qui étaient fermées. L'une, celle de Missouma, fermée en 1953, 3 ans après sa mise en fonctionnement. Et Benamakima, qui était fermée plus tard. Donc, mais les paroisses qui fonctionnaient étaient au nombre de 6 seulement. 6. Et bon, on passe dessus les préparatifs, tout ça. Le 9 juillet 1989, vous avez été sacré par un évêque de votre choix du Kassai. C'est lequel est-ce qu'on peut connaître? J'avais demandé à mon évêque, celui qui était l'évêque de Mbouimaï, Monseigneur Joseph Kokolo, d'être consécrateur. Et le 9 juillet, c'est un jeune évêque qui arrive, vigoureux, plein d'initiatives, à la tête d'un diocèse. Après, bien entendu, un temps d'observation. Quelles étaient vos priorités et urgences? D'abord, sur le plan administratif, vous avez dit que vous n'aviez que 6 prêtres, ce n'était pas assez, 6 paroisses. Et sur le plan administratif, le nombre de prêtres, est-ce que ce n'était pas insignifiant par rapport à l'immensité du diocèse? Oui, certainement. Le nombre de prêtres n'était pas grand, mais il y avait à côté des prêtres diocésains le frère Joséphine. C'est avec les 2 clergés que j'ai pu commencer à travailler. Et j'ai directement commencé après mon sacre une tournée à travers toutes les paroisses. Pratiquement, j'ai visité toutes les paroisses. Et je dois dire que dès cette première tournée, ce qui m'avait le plus frappé, c'était les écoles. J'étais accompagné de Papa Floribert Ngopé, qui était à ce moment-là le conseiller, le coordinateur des écoles conventionnées. Et c'est lui qui m'aidait à visiter toutes ces écoles. Il était à mes côtés. C'est ainsi que je me suis rendu compte qu'effectivement, on n'avait pas assez d'écoles secondaires. Il y avait une quarantaine d'écoles primaires. Les écoles secondaires, tout au plus 3, qui fonctionnaient. Tout le diocèse. Tout le diocèse, oui. On peut les citer. Mais il y avait le lycée Tabalaï ici. Il y avait le collège Saint-Joseph de Boulongo, avec le père Joséphine. Et à Ilebo, oui, Inanukila. Voilà, d'autres étaient encore dirigés par l'État, comme Miyongo, Mouchenge. Oui, ils étaient encore dirigés par l'État parce que étatisé depuis 1977 par le
président Mobutu. Oui, et les pères étaient fâchés du fait que... Alors oui, ils n'avaient pas repris ces écoles, ils ont laissé ça. Nous allons revenir aux écoles parce que ça c'est la première impression, c'est ce qui vous a frappé dès que vous avez fait le premier voyage. Nous allons revenir à ça. Mais par rapport au nombre de prêtres, qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? Ou bien vous avez pensé à quoi pour suppléer à ces personnels en termes de pastoral de vocation pour dire bon maintenant il faut que Mouéka ait assez de prêtres pour couvrir tous ces besoins. Qu'est-ce que vous avez pris comme précaution? Oui, comme ancien recteur du grand séminaire, je me rappelais qu'effectivement, il y avait des jeunes gens qui venaient de Mouéka pour étudier au grand séminaire et ils étaient presque tous renvoyés dès la première année. Alors j'ai compris quand je suis venu à Mouéka, pourquoi? C'est qu'ils n'étaient pas bien préparés. Justement, ce que je venais de dire, il n'y avait pas assez d'écoles secondaires, il n'y avait pas de petits séminaires et les quelques écoles qui étaient là de l'État, ils sortaient de ces écoles-là et là, l'enseignement n'était pas très bon. J'ai compris cela et alors j'ai pris directement la décision de prévoir un projet pour créer le petit séminaire. Le petit séminaire Saint-Marcel. Oui, et c'est comme ça qu'à partir de 1994, le petit séminaire a commencé à fonctionner. Alors ça veut donc dire que vous devriez recourir dans un premier temps aux laïcs pour certains services dans les diocèses et vous en avez trouvé quand même des compétents qui vous ont aidé au départ? Mais il y en avait certainement, pas beaucoup, mais quand même. Mais c'est surtout dans le personnel enseignant, un peu plus que dans d'autres domaines, je crois. Et on a commencé à travailler, j'ai créé un centre diocésain de pastoral, CDP, et avec quelques anciens étudiants de l'Institut des sciences religieuses, on a commencé à organiser la pastorale d'ensemble. Donc sur le plan pastoral, tout est parti. Le plan pastoral, tout est parti de là. Oui. Et les mouvements d'action catholique? Les mouvements d'action catholique, j'avais trouvé, il y avait la Légion de Marie, traditionnelle qui fonctionnait. Il y avait la Jama, qui était là aussi. Du côté des jeunes, il y avait le Kiro, dans l'une ou l'autre paroisse seulement. Kiro, et puis mais j'ai pensé directement à organiser cette pastorale des jeunes autrement à partir de mon expérience en Bujumaï avec les jeunes de Lumière, et c'est ça, c'est à cela surtout qu'avec le CDP, on a commencé presque assez vite de penser à organiser les jeunes comme les Bilingues en Kinshasa. Et dans ces catégories socio-pastorales, nous épinglons les mamans et les jeunes comme des catégories très dynamiques, très sensibles. Et oui. Du côté des jeunes déjà, vous êtes appuyé sur les bilingues à Mwinda pour pouvoir lancer le mouvement ici. Et les mamans, qu'est-ce que vous avez? Les mamans, nous avons au même moment, dès 1990, on a commencé à organiser aussi les mamans et on leur a donné le nom de Bamantio Kumpala pour promotion féminine. Je m'inspirais pour cela de Bujumaï qui avait les mêmes mouvements de Bama. Et on a commencé directement dès l'année 90. Non, 1990. Oui. Revenons c'est le CDP qui s'en occupait, qui coordonnait un peu les services. Oui, tous ces mouvements, des adultes et des jeunes. Par rapport aux écoles, comme vous l'avez dit tantôt, vous, comme recteur, vous connaissiez des cas de renvoi, des jeunes gens qui venaient de Mouéka et déjà sur le terrain, vous vous êtes rendu compte que le problème s'est posé au niveau de la formation. Ils n'avaient pas une bonne formation. Vous avez créé un petit séminaire pour pouvoir pallier à cette situation-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que vous avez donné une réponse efficace à cette crise à l'époque? Je crois que oui, je peux le dire sans avoir à craindre qu'on soit contredit.
j'ai commencé non seulement avec le petit séminaire, mais j'ai commencé d'autres instituts secondaires au même moment. Donc dès l'année 90, 91, on a lancé d'autres instituts. Et on devait créer et y aller progressivement par... donc chaque année, on ajoutait pas, des années pour pouvoir être sûr que la formation sera bien faite. Donc j'ai beaucoup travaillé au niveau de l'enseignement. Et pour moi, sur le plan pastoral, je peux dire que c'est l'enseignement qui constituait pour moi la priorité des priorités. Pourquoi? Parce que dès le début, j'avais adopté ce principe que il fallait que je construise des hommes pour que ces hommes bien construits puissent, eux, construire des maisons. Voilà un principe que j'avais adopté dès le départ. Construire des hommes. Et de construire, c'est surtout par l'enseignement, évidemment, et la catéchèse, mais surtout par l'enseignement. Et c'est ainsi que j'ai pensé à l'enseignement pour tous les jeunes, et en particulier pour les futurs prêtres, les petits séminaires, etc., pour qu'ils soient bien formés, et avec eux, on pourra effectivement construire autre chose. En parcourant l'annuaire, nous trouvons que vous avez trouvé 6 prêtres diocésains, sans compter les religieux. À ces jours, le diocèse compte 53 prêtres diocésains. C'est vraiment bon. Et dans ces 53 prêtres, on retrouve effectivement des ressortissants de ces écoles que vous avez fondées. La dernière année, vous venez d'ordonner 6 prêtres, parmi lesquels 5 ressortissants de l'ISM, l'Institut scientifique de Mouéka. Et ceux du petit séminaire aussi. Donc, et ceux du petit séminaire, oui. De l'ISM, 2 du petit séminaire. Oui. Donc vous sentez heureux oui, du côté des prêtres et de l'enseignement général, je peux dire que c'est le domaine où je trouve que j'ai plus ou moins réussi. Et sur le plan économique, vous avez commencé le BDD, le Bureau diocésain de développement, qui coordonnait un certain nombre de choses. Dès le départ, comment vous avez apprécié le fonctionnement de ce bureau diocésain de développement? Oui, le bureau diocésain de développement, je l'ai trouvé. Je ne l'ai pas créé, je l'ai trouvé. Il était déjà là, mais je l'ai pris vraiment sérieusement parce que je voulais qu'avec ce bureau, on puisse envisager et élaborer toutes sortes de projets de développement pour l'ensemble du diocèse, où je n'ai pas trouvé que l'évêque qui m'avait précédé avait lancé certains projets de développement. Donc il fallait vraiment qu'on s'y attelle. Et le BDD a travaillé relativement bien dans ce domaine. Plus tard, on a ajouté le bureau d'œuvres médicales et puis le bureau diocésain de Caritas pour les urgences. Et ici, dans ce diocèse de Mouéka, on a l'impression que beaucoup de gens n'ont pas bien vu ça, ou bien est-ce qu'on n'a pas assez parlé de ce que le BDD faisait, parce que le diocèse de Mouéka, on doit le dire, a préfinancé des travaux de construction, même des ponts sur la Luchouadi, des ponts sur la Louékédi là-bas. Et c'était des travaux de grande envergure qui ont sucé les diocèses, qui ont pris beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez su vous retrouver dans ces travaux-là en termes de rétrocession, ou est-ce qu'on avait créé des mécanismes pour pouvoir récupérer cet argent que vous avez de bonne foi injecté dans ces travaux d'intérêt public? Je dois dire qu'à cette question, ma réponse est plutôt négative. C'est vrai qu'on a fait certains projets, on a réalisé des projets, certains travaux d'intérêt public avec le BDD principalement. Ces projets n'ont pas connu beaucoup de publicité, d'abord par manque de moyens au
audiovisuel important qu'on n'avait pas et qu'on n'a pas encore cela. Mais il y avait aussi de l'autre côté une sorte de rivalité, une sorte de, même je dirais, d'animosité à l'égard de ce que le diocèse faisait de la part d'autres acteurs, d'autres dans la société. Mais je dois dire que là où on a travaillé aussi peut-être plus, c'est au niveau des travaux des routes. Travaux des routes avec l'office des routes, on a entretenu des kilomètres et des kilomètres de routes jusqu'à la frontière avec Bandundu. Le diocèse, le diocèse avait pris l'engagement d'entretenir ces routes avec des machines, etc. On y a beaucoup investi, mais il s'est fait qu'il y a eu, le fait que la banque par laquelle l'office de route passait pour rembourser nos factures, à un moment donné, cette banque n'avait plus de liquidité. Ils ont fermé leur service en fait de remboursement. Mais nous, malheureusement, et ça c'est une erreur de ma part, on a continué à préfinancer les travaux pour qu'on puisse les terminer, puisque l'office de route disait qu'il payait toujours. Et comme l'office de route payait, on ne pouvait pas ne pas continuer parce qu'on attendait toujours que la banque allait tout de même rembourser. Et malheureusement, à un moment donné, la banque a fait faillite, donc la déflation, et il y a eu l'inflation, de sorte que le diocèse a perdu beaucoup d'argent dans tout ça. Ça, c'était un grand coup qu'on a eu dans cette collaboration avec l'État. Malheureusement, le diocèse ne s'est pas retrouvé là-dedans. On n'a pas pu récupérer cet argent. Donc votre initiative, la relance de la procure, l'intérêt pour ces infrastructures, surtout le désenclavement avec les routes de dessert agricole et tout ça, ça a connu vraiment un choc à ce niveau-là. Mais est-ce que vous vous êtes découragé ou bien vous avez pris d'autres initiatives pour continuer à... Non, découragé certainement pas, mais ralenti et freiné certainement. Pourquoi? Parce que, en fait, quand nous voyons que ces routes que nous entretenions, nous étions parmi les premiers utilisateurs pour nos engins, nos véhicules. Les gens de l'État qui étaient même avec nous n'avaient presque pas de véhicules. Donc c'est nous qui devrions encore utiliser ces routes. C'est ainsi que nous avons pensé qu'on pouvait toujours encore continuer à intervenir dans ce domaine. Mais plus prudent qu'avant, parce que la coopération avec l'État n'avait pas marché au départ. N'avait pas bien marché. Nous étions plus prudents, mais nous n'avons jamais abandonné l'idée de reprendre certains tronçons d'entretien de route lorsque on nous les demandait, etc. Nous avons continué à le faire. Mais vous venez à Mweka c'est un diocèse rural. Est-ce que vous étiez intéressé par ce qui s'y passe? Vous avez dit au début de notre entretien que pour la première fois, vous êtes venu chercher des tambours parce qu'à Mweka, il y en avait de bonne qualité. Et vous venez parler des routes de dessert agricole, mais il y a aussi le tissage de raffia, il y a la sculpture du bois. Mais tout ce qu'il y a comme activité ici, c'est une production qui est insuffisante ou d'autoconsommation au niveau local. Et vous avez eu une idée de faire marcher la machine agro-pastorale. Vous relancez la procure et le Cap Mbamba Bichache a produit suffisamment parce qu'il y a eu même la minoterie ici qui produisait. Mais est-ce que cela a été suffisant ou est-ce que vous pouvez dire à ce jour que vous êtes satisfait de ce point de vue? Je dois dire que non. Il y a eu certaines réalisations, effectivement, que nous sommes parvenus à enregistrer, mais dans l'ensemble, les résultats sont restés insuffisants. Le Cap Mbamba avait bien commencé, et c'était le BDD qui en était responsable. Et là, on a réalisé, par exemple, la formation des paysans. Nous avions enregistré un bon nombre d'associations paysannes
nos agents de BDD former ces gens, les animer, sensibiliser, les visiter, pour que, et puis et les aider à avoir des semences sélectionnées. Et Kapembamba servait de lieu pour qu'ils viennent pour la formation. Et il y avait même des champs de modèles pour qu'ils voient comment on peut le faire. Et ils repartaient travailler. Donc cela a fonctionné pendant un certain temps. Et on avait commencé aussi l'élevage, là-bas, à côté de l'agriculture, et qui a aussi fonctionné pendant un certain temps. Mais je peux dire que dans l'ensemble, ça n'a pas fait beaucoup d'années. C'est seulement quelques années où ça a bien marché. Après, ça marchait moins bien. Ça marchait moins bien. Donc de ce côté-là, je dois dire que l'expérience qu'on a faite était bonne, mais nous n'avons pas réussi à bien continuer et surtout à le développer davantage. Certainement, faute de personnes compétentes. Je crois qu'il y a de cela. Il y a de cela. C'est ça la question que je devais vous poser aussitôt après, parce que nos sources nous renseignent que la production de Mbamba était de type industriel, c'était suffisant, mais on accuse le personnel. On a dit que vous n'aviez pas eu des gens compétents, capables, qui pouvaient pérenniser. Et surtout qui pouvaient bien gérer. Il y a eu beaucoup de mégestion là-dedans, des détournements, des fonds, tout ça, des gens qui n'ont pas pu vraiment pérenniser cette œuvre. Il y a cela, en partie en tout cas. Excellence, Monseigneur, pendant 25 ans, évêque de Mouéka, vous avez fait beaucoup de voyages à l'intérieur du diocèse, comme vous l'avez dit. Vous prétendez même connaître les 4 coins du diocèse parce que vous en parlez compétemment en citant même des villages. Les différents peuples et leur culture, est-ce que ça vous a intéressé? Parce que le diocèse de Mouéka, tel que nous le voyons, a une certaine diversité culturelle. Et partout où vous passez, est-ce que vous êtes intéressé à ces cultures dans leur diversité? Oui, au moins en partie, je peux le dire. J'ai effectivement parcouru l'ensemble du diocèse. J'ai été partout. Il y a des années où j'ai fait ça. Vraiment, même mes visites pastorales m'ont permis de connaître pratiquement tous les coins du diocèse. Je peux citer 2 ou 3 villages où je n'ai jamais été, communautés où je n'ai jamais été. Et à travers ces voyages, j'ai vu effectivement cette diversité de groupes. Et je crois que lorsque nous avons décidé de célébrer le centenaire et qu'à l'intérieur du centenaire, nous avions décidé de convoquer un synode diocésain, c'était pour qu'on puisse rassembler toutes ces communautés du diocèse, parler de tout ce qui se fait, de tout ce qu'il y a comme réalisation, comme potentialité, etc. Cela a été fait. Cela a été fait au cours du synode et on a vraiment eu toute la diversité de tous les groupes ethniques, etc., et claniques qui constituent le diocèse de Mouéka. Et je crois que ça a été fort enrichissant comme expérience, puisque le synode s'est étendu sur 3 ans. Et quand on a célébré ça, le centenaire, avec la fin aussi du synode, on a eu assez bien de résolutions qui devaient nous amener à adopter une pastorale d'inculturation. C'est vraiment la conclusion à laquelle on était arrivé, qu'il fallait vraiment essayer maintenant de travailler davantage pour l'inculturation. Donc, que notre évangélisation est restée plus ou moins superficielle dans l'ensemble, depuis les missionnaires, il fallait maintenant chercher comment vraiment enraciner notre évangélisation dans la culture, les différentes cultures qu'on a trouvées. Cela existe, cela a été dit ainsi dans les conclusions du centenaire. Est-ce qu'à ce jour vous êtes satisfait du point de vue de la foi? Est-ce que toutes ces cultures ont la réceptivité? Est-ce que la foi vraiment avec ces cultures, est-ce qu'il n'y a pas quelques poids, est-ce
Est-ce que ces cultures ont reçu vraiment la foi en Jésus telle que... Je dois dire que non, pas assez. Pas assez. Le travail que notre CDP devait faire à ce niveau de l'inculturation n'a pas été bien fait. D'ailleurs, nous ne sommes plus parvenus à nous réunir. Comme chaque année, on avait des journées pastorales. Chaque année, pendant des années, on avait cela. On n'est plus parvenu à continuer avec cela. Principalement, moi, j'attribue cette difficulté aux difficultés de transport qui sont parties croissantes. Nous le faisions pendant les années où, sur tout le chemin de fer, fonctionnait bien. Oui, ça facilitait beaucoup les rencontres au niveau diocésain. Donc, beaucoup de chrétiens venaient, c'était surtout pas le chemin de fer. Mais vous vous rendez compte que depuis presque 20 ans, le chemin de fer a connu des difficultés énormes jusqu'à maintenant où il est presque à l'arrêt. Presque à l'arrêt, pratiquement. Cela nous a beaucoup handicapés. Et moi qui rêvais qu'on allait aller plus loin, au contraire, on a plutôt régressé. Donc à ce niveau-là, je dois dire que le travail qui devait être fait, on a continué à le faire, mais à une échelle beaucoup plus petite que ce qu'on avait. De la foi connu vraiment des difficultés. C'est ça. Nous rappelons à ceux qui nous suivent que Monseigneur Gérard a fait des études de sociologie, c'est un sociologue, et quand il aborde ces questions, il sait de quoi il parle. Mais Monseigneur, qu'est-ce que vous avez fait pour être accueilli et accepté par la majorité de vos administrés? Parce que 25 ans durant, partout où l'on passe, on sent que vous avez fait quand même des efforts. Tous ces gens, dans leur diversité, vous acceptent, même bien, on peut le dire en partie. Qu'est-ce que vous avez fait pour cela? Bon, moi je dois dire que j'ai eu cette chance que, venant dans un diocèse qui n'était pas mon diocèse d'origine, mais j'y ai trouvé des jeunes prêtres que j'avais connus durant leur formation au séminaire, puisque moi, j'avais passé 14 ans au grand séminaire, d'abord comme professeur et puis comme recteur. Donc, je dois dire que cela m'a certainement facilité et a contribué à ce que je vive un accueil vraiment positif par la population. Donc, ces prêtres qui m'ont connu, qui savent que j'avais bien vécu avec eux au séminaire, ils m'ont accepté dès le départ et avec eux, on a travaillé ensemble. Je n'ai pas senti à aucun moment un rejet ou un refus. Donc, si ces prêtres vous ont aidé, vous êtes même satisfait du point de vue quantitatif de l'augmentation de la croissance du nombre de prêtres, est-ce que vous êtes aussi satisfait du point de vue qualitatif, la qualité des prêtres? Oui, en partie certainement. En partie certainement, je dois dire que la qualité des prêtres que nous avons au diocèse de Mweka, elle est bonne. Mais lorsque j'avais pensé qu'on pouvait je devais envoyer certains prêtres aux études de spécialisation pour qu'ils reviennent aider et renforcer les capacités des autres. Là, je dois dire que je n'ai pas vraiment réussi parce que sur 5 par exemple que j'ai envoyé, c'est peut-être un qui est revenu et les autres ont continué là où ils étaient partis pour les études. De ce côté-là, je dois dire que la réussite, non, n'a pas été. Là, c'est effectivement un problème. Donc, il y a un problème, oui. C'est ainsi que cela a freiné même l'élan d'envoyer régulièrement d'autres prêtres. Je me disais, mais ils partent entre-temps. Nous avons beaucoup de paroisses à créer, etc. Et parce que nous en avons créé, elles étaient 6.
Au départ, nous sommes arrivés jusqu'à 14 paroisses, mais toutes ces paroisses ont besoin de prêtres, ont besoin de main-d'œuvre. Et entre-temps, ceux que j'envoie aux études ne reviennent pas. Cela ne m'a pas beaucoup réjoui à envoyer continuellement, parce que j'ai été freiné par ce constat-là. Mais par rapport à votre devise épiscopale, In Caritate Veritas et Justitia, que répondez-vous alors à ceux qui disent que vous avez été trop bon avec vos prêtres? Oui, cette critique est en partie vérifiée. En partie, oui. Mais je dis en partie seulement pourquoi? Parce que justement, ma devise est In Caritate Veritas et Justitia. C'est vrai qu'il y avait des faiblesses, des erreurs parmi les prêtres. Je devais les sanctionner selon le droit de l'Église, mais en même temps, j'y allais avec beaucoup de patience. Je prenais un temps pour les conseiller, pour les redresser avant de prendre des sanctions. Et ceux qui disent que j'ai été trop bon, ils sont en partie raison, mais en partie tort, parce que j'ai fini par prendre certaines sanctions que tous connaissent et d'autres parmi eux continuent jusqu'à présent. Il y a des prêtres qui sont suspendus, que je n'ai plus repris jusqu'alors, parce que j'attends que j'ai des preuves qu'ils se sont convertis. Et tant que je ne vois pas cette conversion, il reste dans cet état. Donc, en partie, c'est vrai qu'on peut dire que j'ai été peut-être un peu trop bon, mais j'ai quand même suivi le droit. Trop bon dans le sens de... vous avez pris beaucoup de temps même pour sanctionner ceux qui devaient l'être immédiatement. De sorte qu'ils ne pouvaient pas dire qu'on les a sanctionnés trop vite. Oui, ça, certainement pas. Vous avez pris tout le temps nécessaire. Oui, et c'est ça le droit qu'on demande ça, oui. Qu'on ne sanctionne pas trop vite. Alors, est-ce que pour ceux qui sont sanctionnés, pensez-vous lever ces mesures ou revoir ces dispositions-là si vous sentez vraiment des signes de conversion de leur part? Certainement, parce que je les suis. Il y en a avec qui j'ai encore des contacts, d'autres pas. Mais ceux avec qui je n'ai pas beaucoup de contacts, c'est de leur faute, parce que j'essaye de les contacter. Si quelqu'un refuse, je le laisse. Je ne sais pas qu'ils sentent qu'on est derrière pour embêter, mais j'espère qu'il pourra un jour revenir. Monseigneur, les congrégations religieuses masculines que vous avez trouvées ici, nous parlons en termes d'une congrégation parce que c'était les pères joséphites que vous avez trouvés. Et pendant votre mandat, les pères d'Esquet sont venus. Est-ce que ces congrégations vous ont-ils vraiment aidé dans la pastorale de ces diocèses? Comment évaluez-vous leur action sur le plan pastoral? Bon, je dois dire que certainement, ces congrégations ont apporté une contribution plus ou moins importante. J'ai trouvé les pères joséphites qui, pour la plupart des expatriés, étaient déjà assez âgés, mais il y avait des jeunes congolais qui arrivaient sur le champ sur la vie du Seigneur. Mais et puis, pour les scotistes, c'est moi qui ai demandé auprès des scotistes de venir, parce que c'était la congrégation que j'ai connue depuis mon enfance. Donc, je les ai appelés surtout pour reprendre cette paroisse qui avait été fermée en 1953, donc Misumba. Et puis, ils ont demandé d'ajouter aussi Kakenge pour leur vicariat. Alors, oui, ils ont travaillé pendant presque 12 ans. Et après, ils sont partis, mais leur rapport a été appréciable. Donc ils ont bien travaillé pour ces deux paroisses et on peut le reconnaître par ce qu'ils ont créé dans ces deux paroisses comme structure, comme infrastructure et comme travail même pastoral qu'ils avaient réalisé là-bas. Je crois que c'est appréciable. Les pères joséphites qui sont à l'origine de ce diocèse et que j'ai trouvé, ils ont aussi apporté leur contribution. Nous avons fait une convention avec eux pour qu'ils ne puissent pas retirer tous les prêtres qui pouvaient travailler pour les envoyer en mission dans d'autres pays d'Afrique, comme ils avaient commencé. Ils ont
accepté ma demande et on continue à travailler avec eux dans le diocèse de Dominica pour les quelques paroisses ou œuvres qui leur sont attribuées. Ils font ce qu'ils peuvent avec des difficultés que nous tous nous avons, mais je peux dire qu'ils continuent. Ils ont apporté vraiment... Ils ont apporté parce que c'est une congrégation enseignante, ils sont plus dans les écoles, et là, dans leurs écoles, je crois que dans l'ensemble, ça va. Mais alors, que répondez-vous à ceux qui disent aussi que les congrégations religieuses féminines ne vous intéressent pas beaucoup? Ceux qui disent cela, c'est parce qu'ils disent cela parce que je n'ai pas créé moi-même une congrégation religieuse féminine. Oui, pourtant certains évêques du Kinshasa, ils sont fondateurs de... D'accord, masculine non plus, mais je n'ai pas créé non plus la congrégation féminine. C'est pour ça qu'ils disent que ça ne m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse parce que d'abord j'ai fait appel aux religieuses d'autres congrégations qui existaient, celles missionnaires comme les sœurs franciscaines du Saint-Esprit. J'avais demandé aussi les filles de Marie et tout ça qui étaient à Congolo, malheureusement celles-là ne sont pas venues. Les sœurs de charité, j'ai demandé plusieurs fois, ne sont pas venues finalement. Ils avaient accepté, mais elles ne sont pas venues non plus. Et puis les sœurs, il y a d'autres sœurs de Kananga, de Luisa, de Rebo qui ont travaillé. Il y en a qui continuent à y travailler. Donc, je ne peux pas dire que je ne m'intéresse pas, mais je n'en ai pas créé pour moi-même non plus, parce que j'ai pris le temps de vérifier si réellement j'avais le charisme de fondateur. Il ne fallait pas tout simplement imiter les autres évêques. Ça, je n'ai pas voulu. Je voulais voir si réellement j'avais un charisme de fondateur. Et comme je suis venu évêque à 52 ans, je crois que le temps que j'ai pris, ça ne m'a pas permis de vérifier ce charisme à temps. Alors je me suis dit non, je préfère ne pas commencer tard pour laisser quelque chose d'inachevé. Mais est-ce que ce n'est pas un problème à mon successeur? Ce n'est pas un problème de moyens parce que vous ne ramassez pas des jeunes filles comme ça, vous les mettez dans une maison sans moyens. Est-ce que vous n'avez pas craint ce risque-là? Oui, je connais par ailleurs parce que avant d'être évêque, quand j'étais prêtre, j'ai dû donner beaucoup de retraites aux religieuses. Je connaissais beaucoup de problèmes qui s'opposaient dans beaucoup de congrégations et dans beaucoup de diocèses. Même les évêques, je connaissais ce qu'ils pensaient. Alors quand je suis devenu évêque, je me suis dit, je ne vais pas vite créer une congrégation parce que ça pose assez bien de problèmes qu'il faut savoir résoudre effectivement. C'est comme ça que j'ai pris le temps de voir si je pouvais le faire ou non. Finalement, malheureusement, je ne l'ai pas fait. J'avais espéré que je le ferais un jour, mais non, finalement, je ne suis pas arrivé à le faire, c'est vrai. Bien que j'aurais bien voulu le faire. Certains disent aussi que c'est parce que vous avez plus confiance en certains laïcs, plus même que certains de vos prêtres. Ici, c'est un autre problème. Ce n'est pas un problème des religieuses. Parce que vous voyez que je me suis occupé beaucoup dès le début du séminaire, du petit séminaire. Oui, c'était pour la formation de qui? Des laïcs. C'était pour les prêtres. Donc, j'ai investi le plus là-dedans pour qu'ils soient nombreux et surtout bien formés. Donc, ceux qui disent ça ignorent que justement cet effort que j'ai fait, pour lequel même on disait que je m'intéresse plus aux hommes qu'aux femmes. Donc, parce que je m'occupais de prêtres et non pas des religieuses. Bon, en partie c'est vrai, mais j'ai vraiment voulu donner à ce diocèse des prêtres bien formés dès le bas âge et nombreux. Bon, j'ai eu ce que j'ai eu. On peut dire qu'ils sont nombreux ou pas nombreux, mais relativement, je crois qu'ils sont nombreux. Mais dire que je préfère des laïcs, je ne sais pas combien de laïcs je les ai préférés. Il y a peut-être le fait que j'ai pris de l'intérêt, et ça c'est depuis le début, quand j'avais été à Lourdes et que j'étais passé à l'Auxilium, que j'ai vu, que j'ai découvert les auxiliaires de l'apostolat, et cette vocation m'a réellement intéressé en voyant que
du côté féminin, pas dans l'église, ce sont les auxiliaires qui sont peut-être parmi les plus proches des prêtres et qui vivent d'une manière très proche de l'évêque, mais qui ne pèsent pas sur sur l'évêque au niveau de choses, de charges, surtout matérielles, etc. Au contraire, ils aident même. Donc j'ai vu que de ce côté-là, il n'y avait pas cette charge que constituent les communautés religieuses, les congrégations religieuses en général, où il faut pendant longtemps avant qu'elles deviennent réellement capables de se prendre en charge. Donc là, je ne trouvais pas cet inconvénient-là. C'est ainsi que je n'ai pas eu de difficulté à appuyer les quelques vocations que j'ai découvertes de ce côté-là. Il n'y en a pas beaucoup. Jusqu'à présent, j'ai seulement 2, ou on dirait 2,5 peut-être, parce qu'il y en a encore une qui se présente. Mais on ne peut pas dire pour cela que ceux qui disent que je préfère les laïcs, je ne sais pas combien de laïcs, alors que les prêtres sont plus nombreux et je me suis occupé de... Non, parce que eux, souvent, c'est les gens qui en parlent, ils disent que vous tenez plus compte des points de vue des laïcs que des prêtres, au risque même que ces points de vue puissent entamer ou entraver vos relations avec certains prêtres. J'aimerais entendre celui qui dit cela et qu'il me montre par quelle preuve réelle pour qu'il me convainque que je ne suis pas du tout d'accord avec ce jugement qui me paraît superficiel, puisque si par exemple j'ai confié la coordination des écoles à une auxiliaire de l'apostolat, d'abord, nous avons tous l'exemple de Kanamaou, pendant des années, ce sont les auxiliaires qui ont tenu l'enseignement et l'ont fait très bien, de sorte qu'on ne peut pas ne pas voir cet exemple-là. Alors si aussi chez nous, on pouvait avoir parmi aussi celles qui pouvaient réellement, parce qu'ils sont préparés dans l'enseignement, qui pouvaient aussi prendre ce rôle, je ne vois pas en quoi il faudrait refuser cela ou le contester. Tandis que les prêtres sont formés plus pour la pastorale générale que pour l'enseignement comme tel. Et les prêtres sont dans l'enseignement, je les ai plus dans l'enseignement. Et là, il faut aussi voir l'expérience. Et je les ai eus à la coordination, j'ai eu des prêtres. Donc, on ne peut pas dire de manière objective vraiment qu'il y a préférence pour le laïc. Je ne pense pas. Vraiment, Monseigneur, on sent que pendant 25 ans, vous avez eu une tâche très lourde. Vous avez eu vraiment des responsabilités sur tous les fronts, sur toutes les lignes. On attendait vraiment ce que vous deviez faire et vous l'avez fait en tant qu'homme. Mais ces dernières années, on assiste à quelques envois aux études des prêtres en Europe ou à Kinshasa.